Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'African Union Journal sur Africa 24, une édition consacrée aux défis auxquels l'Afrique est confrontée face au terrorisme et à l'extrémisme violent, explorant les enjeux de sécurité, de résilience et de coopération. Le nombre croissant d'attaques et l'extension de la portée des groupes terroristes en Afrique suscitent l'inquiétude des Nations Unies et de l'Union africaine. Ce phénomène est aggravé par les conflits, les flux d'armes incontrôlés et la faiblesse des structures de gouvernance, facteurs que les organisations terroristes exploitent à travers des frontières poreuses et des systèmes de sécurité manquant de ressources. Une situation que l'UA et l'ONU s'efforcent d'enrayer par des efforts conjoints dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Nana Kamsuko nous en dit plus. Selon l'Union africaine, les pays du continent ont été la cible de 3800 attaques terroristes ayant fait 8400 victimes de janvier à septembre 2024. Une menace qui compromet l'initiative de l'UA de faire taire les armes et entraver les progrès de l'agenda 2063 de l'organisation panafricaine. C'est dans ce cadre que le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une déclaration en octobre 2024 dans laquelle il se dit vivement préoccupé par la multiplication inquiétante des attentats terroristes et la propagation du terrorisme notamment au Sahel et dans les États côtiers d'Afrique de l'Ouest et appelle à un partenariat systématique, opérationnel et stratégique entre l'ONU et l'Union africaine. Une relation évidemment de subsidiarité entre les organisations comme l'Union africaine et les Nations Unies. Donc nous tenons compte de cela, mais en même temps, quand nous venons parler au Conseil de sécurité, nous le faisons parce qu'il s'agit de paix et de sécurité internationale. Je l'ai dit pendant mon discours, nous sommes très clairs là-dessus. Il n'y a pas de solutions africaines qui ont pour résultat de rester inactifs. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé au renforcement des capacités des États membres afin de combattre plus efficacement le terrorisme et son financement. En outre, il appelle au renforcement des capacités de l'Union africaine et des organisations sous-régionales dans les domaines de la prévention des conflits et de la gestion des crises, notamment en fournissant du personnel et une aide technique et financière. Le CPS est appuyé par le groupe des sages qui a pour mission d'entreprendre toute action qu'il juge nécessaire pour soutenir les efforts en matière de prévention des conflits. Selon le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'UA, Bankole Adjoye, l'UA et l'ONU doivent apporter un financement prévisible, durable et flexible aux opérations de paix dans un contexte d'antiterrorisme. Dans ce cadre, il appelle à l'activation rapide de la résolution 2719 du Conseil de sécurité sur le financement des missions de soutien de la paix de l'UA. Le Soudan n'est pas encore membre de la CPI, quel que soit son statut, mais il collabore avec la CPI depuis que la résolution 1593 a renvoyé l'affaire du Darfour à la CPI depuis 2024 à 2025, et nous avons donc commencé à coopérer. La feuille de route conjointe de l'Union africaine et de l'ONU est une étape importante qui s'appuie sur les engagements à soutenir les efforts de lutte contre le terrorisme de l'Union africaine en Somalie et dans la région. Selon les deux parties, les engagements seuls ne suffisent pas. Des ressources adéquates doivent être mises en place pour un financement adéquat, prévisible et durable des opérations de soutien à la paix dirigées par l'Union africaine. Face à l'augmentation des conflits armés et des crises sociopolitiques, l'Union africaine renforce ses initiatives pour la paix et la sécurité entre médiation diplomatique, missions militaires et réformes institutionnelles. L'organisation multiplie les actions pour stabiliser le continent. Cependant, les défis demeurent, notamment le financement des opérations et la nécessité d'une approche plus inclusive intégrant les acteurs locaux et la société civile. Philippe Akoua nous apporte plus de détails sur cette question.
Face à la montée des conflits armés et des crises sociopolitiques, l'Union africaine intensifie ses efforts pour assurer la stabilité du continent. Par le biais de son Conseil de paix et de sécurité, l'organisation coordonne des interventions militaires et diplomatiques visant à prévenir et résoudre les tensions. Les récentes médiations au Soudan et en Éthiopie illustrent son engagement dans la consolidation de la paix. The African Union has recalibrated its strategic approach. L'Union africaine a recalibré son approche stratégique pour faire face à l'évolution de la dynamique du terrorisme. Nous sommes en train de réorganiser nos instruments politiques, en particulier compte tenu des projections selon lesquelles une augmentation de 10 à 15% du terrorisme pourrait être observée en 2025. L'Union africaine mise également sur les missions de maintien de la paix déployée dans les zones en proie aux violences. l'AMISOM en Somalie, remplacée par l'ATMIS, a permis de lutter contre les groupes terroristes et de stabiliser certaines régions. Des opérations similaires sont menées au Sahel, où la menace djihadiste fragilise plusieurs États. Ces interventions montrent la volonté de l'organisation de jouer un rôle actif sur le terrain. The African Union is thus responding swiftly, effectively. L'Union africaine répond ainsi rapidement et efficacement à la mise en œuvre du silence du programme des canons d'ici 2030. En 1999, un pas de géant a été franchi par nos dirigeants au sein de l'OEA de l'époque, suite à l'adoption de la Convention sur la prévention et la lutte contre le terrorisme à Alger. Outre l'aspect militaire, l'Union africaine œuvre pour des solutions durables par la promotion du dialogue politique et de la réconciliation nationale. L'agenda 2063 prévoit des mécanismes de gouvernance et de prévention des conflits à travers le renforcement des institutions démocratiques. Le Centre africain pour la résolution constructive des conflits participe à la formation des acteurs locaux, à la médiation et à la gestion des crises. Les dirigeants africains continuent de faire preuve d'un esprit de solutions africaines aux problèmes africains, dans l'intérêt de tous. La déclaration de Malabo a souligné l'impératif d'adopter des approches multidimensionnelles pour parvenir à la paix, à la sécurité et au développement durable. Pour renforcer son action, l'organisation développe des partenariats avec l'ONU et des institutions régionales. Le financement des missions de paix reste un défi majeur, incitant l'Union africaine à explorer des mécanismes autonomes comme le Fonds pour la paix. Malgré ces efforts, la persistance des tensions appelle à une approche plus inclusive, impliquant également les sociétés civiles et les leaders communautaires. Actuellement, plus de 600 millions d'Africains, soit plus de 80% des personnes non électrifiées dans le monde, sont privés de ce service essentiel. Ainsi, une collaboration entre la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et des partenaires de développement vise à garantir l'accès à l'électricité pour 300 millions d'Africains d'ici 2030. Les détails de ce programme à suivre dans ce reportage de Fraternanda Siaïsenga. Mission 300, c'est une initiative de la Banque africaine de développement, du groupe de la Banque mondiale et d'autres partenaires de développement. Elle a pour objectif de faire en sorte que d'ici 2030, 300 millions d'Africains aient accès à l'électricité, soit à peu près la moitié des Africains qui vivent aujourd'hui dans le noir. Nous devons utiliser tout ce que nous avons, l'hydroélectricité, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie géothermique, le gaz, pour faire en sorte que l'Afrique puisse s'éclairer et s'alimenter en électricité et ainsi propulser son économie vers l'avant. Nous avons entendu que l'Afrique ne pouvait pas rester dans l'obscurité, que l'Afrique en avait assez d'être un continent pauvre et que l'on ne pouvait pas être un continent riche si l'on n'avait pas d'électricité pour alimenter son économie. Dans le cadre de cette problématique, Dar es Salaam, la capitale économique de la Tanzanie, a accueilli la première édition du sommet sur l'énergie en Afrique, dans le cadre de la mission 300, les 27 et 28 janvier 2025. Une vingtaine de chefs d'État africains ont répondu présents avec plus de 1300 participants, dont la plupart des membres du secteur privé. Nous reconnaissons que le secteur privé doit jouer un rôle central et déterminant dans l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique afin d'atteindre les objectifs d'accès à l'énergie du continent, tant sur le réseau que dans la distribution d'énergie renouvelable et de solutions de cuisson propres. Il est donc essentiel de créer un environnement favorable aux investissements du secteur privé.
Au sortir du sommet africain sur l'énergie, les chefs d'État et de gouvernement africains se sont engagés à mener des réformes et des actions concrètes pour élargir l'accès à une électricité fiable, abordable et durable afin de stimuler la croissance économique, d'améliorer la qualité de vie et de stimuler la création d'emplois sur tout le continent. Un document, la déclaration de Dar es Salaam sur l'énergie, a été signé par ses dirigeants et 50 milliards de dollars américains ont été promis comme capital pour mener à bien les objectifs de la mission 300. Ce sommet va au-delà de l'accès à l'énergie. Il s'agit d'autonomiser les familles, de sortir des millions de personnes de la pauvreté et de donner de l'espoir et des opportunités aux jeunes. Il s'agit de notre engagement en faveur de la transformation économique, de la promotion des industries, de la création d'emplois et de la stimulation de l'innovation dans toute l'Afrique. La déclaration de Dar es Salaam sur l'énergie va être soumise pour adoption lors du sommet de l'Union africaine en février 2025. Outre ce document, le sommet sur l'énergie en Afrique a abouti à une première série de pactes nationaux pour l'énergie qui serviront de feuille de route avec des objectifs spécifiques pour chaque pays et des échéances pour la mise en œuvre des réformes essentielles. Dans l'actualité de nos régions, la SADC et l'EAC appellent à l'apaisement face à la crise dans l'est de la RDC. Pendant ce temps, en Afrique de l'Ouest, la coalition contre la fièvre de Lassa adopte sa feuille de route pour 2025. Et enfin, l'Union africaine lance le projet Move Africa pour repenser les récits sur la migration et promouvoir le développement. Réunis le 31 janvier 2025 en sommet extraordinaire à Harare au Zimbabwe, les dirigeants de l'Afrique australe ont condamné les récentes attaques du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Les dirigeants de la région ont fait part de leurs vives préoccupations face aux récentes attaques menées par le groupe armé M23 et les forces armées rwandaises contre les forces gouvernementales congolaises, la mission de la SADC SAMI-DRC et les populations civiles dans plusieurs zones du Nord Kivu. Face à la dégradation de la situation humanitaire, les dirigeants ont appelé au rétablissement immédiat des services essentiels tels que l'eau, l'électricité, les communications et les lignes d'approvisionnement en nourriture. Ces attaques constituent une violation du cessez-le-feu conclu dans le cadre du processus de Luanda le 30 juillet 2024, souligne le communiqué final du sommet. Plusieurs décisions concrètes ont par ailleurs été prises lors du sommet, notamment l'envoi immédiat des ministres de la Défense et des chefs d'état-major pour sécuriser les troupes de la SAMI-DRC et la tenue prochaine d'un sommet conjoint avec la communauté d'Afrique de l'Est. Également réunis en sommet extraordinaire le 29 janvier 2025, les dirigeants de l'Afrique de l'Est ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les chefs d'État ont également exhorté le gouvernement congolais à engager un dialogue direct avec toutes les parties prenantes, y compris le groupe rebelle M23, afin de résoudre le conflit qui s'intensifie. La fièvre de Lassa continue de faire des ravages en Afrique de l'Ouest, notamment au Nigeria avec 89 nouveaux cas confirmés et 12 décès enregistrés au cours de la deuxième semaine de janvier 2025, selon le Centre nigérian de contrôle et de prévention des maladies. Face à cette situation, l'entité de gouvernance de la coalition contre la fièvre Lassa s'est réunie à Abuja au Nigeria pour élaborer une feuille de route pour l'année 2025. Les travaux d'Abuja ont également permis de faire le point des progrès réalisés dans le programme de vaccination contre la fièvre de Lassa et d'identifier des stratégies pour surmonter les obstacles restants. La nouvelle coalition contre la fièvre de Lassa, créée par l'Organisation ouest-africaine de la santé, a pour objectif de garantir au niveau régional que les pays affectés par la fièvre de Lassa disposent d'un vaccin sûr, efficace et de haute qualité pour protéger leur population de manière adéquate et équitable. Identifiée pour la première fois en 1969 dans l'état de Borno, au nord-est du Nigeria, la fièvre de Lassa est répandue dans plusieurs autres pays africains, notamment au Mali, au Togo, au Ghana, au Libéria et en Sierra Leone.
Afin de remettre en question le discours centré sur la crise entourant la migration en Afrique, l'Union africaine a lancé le projet de communication Move Africa. L'initiative vise à offrir une perspective de la migration plus équilibrée et centrée sur l'humain en mettant en valeur ses contributions à la résilience économique, à l'innovation et à la diversité culturelle, tout en abordant ses défis et ses opportunités. L'Afrique abrite 40 millions de migrants internationaux, soit 14,5% de la population migrante mondiale. 51% de ces migrants résident sur le continent, ce qui souligne l'importance de la mobilité intra-africaine de la vie de certaines espèrent. Malgré cela, le potentiel de la migration pour stimuler l'intégration régionale, favoriser la croissance économique et améliorer la cohésion sociale reste sous-exploité. L'initiative Move Africa représente un changement radical dans la manière dont la migration est perçue et discutée en Afrique. En mettant l'accent sur les impacts positifs de la migration sur l'intégration régionale et la croissance économique, le projet vise à favoriser un avenir où la migration est considérée comme une opportunité de développement enrichissant les sociétés et les économies africaines. La France n'a plus de présence militaire au Sahel. En effet, l'armée française a rétrocédé le 30 janvier 2025 sa dernière base à l'armée tchadienne, en l'occurrence la base Adikosei de N'Djamena, marquant ainsi la fin définitive de la présence française sur le sol tchadien après plus de 50 ans. Les autorités tchadiennes et la population ont salué le respect du délai de départ définitif des contingents français du Tchad, fixé au 31 janvier 2025. Catherine Gombe revient sur ces événements. Les derniers soldats français ont quitté le 30 janvier 2025 le territoire tchadien en application de la rupture des accords de coopération militaire entre les deux pays. Selon un communiqué de l'état-major tchadien, les 3 bases du contingent français ont été officiellement rétrocédées à l'armée tchadienne, marquant ainsi la fin de la présence militaire française au Tchad. Ce départ complet et sans incident a été salué par les autorités et les populations. Distingués invités, chers compatriotes, ce 31 janvier 2025 marque ainsi le retrait définitif et complet des forces françaises stationnées au Tchad. C'est au bas mot un nouveau lever de soleil au ciel d'un Tchad entièrement souverain et résolu à assumer son destin. Selon les autorités, ce transfert effectif des bases marque une étape significative permettant au Tchad de reprendre pleinement le contrôle de son dispositif de défense et d'ouvrir une nouvelle page de son histoire sécuritaire et stratégique. Le départ des troupes françaises met un terme à une présence militaire qui dure depuis plus de 50 décennies. On ne peut pas accepter que notre pays soit toujours le porte-avions de l'armée française qui passe son temps à utiliser le Tchad comme étant le point de départ de tout ce qui a comme déstabilisation sur le continent. C'est à partir du Tchad qu'on a fabriqué la guerre du Biafra, et c'est l'armée française. C'est à partir du Tchad qu'on a renversé les gens comme les Boko Haram. C'est à partir du Tchad qu'on fait tous les désordres. Le Tchad était le dernier point d'ancrage de la France au Sahel, où Paris a compté plus de 5000 militaires dans le cadre de l'opération anti-djihadiste Barkhane, stoppée fin 2022. Depuis 4 autres anciennes colonies françaises, le Niger, le Mali, la Centrafrique et le Burkina Faso, ont enjoint à Paris de retirer son armée de leur territoire où elle était historiquement implantée. Les changements en Afrique ne se limitent pas au Tchad, au Mali, au Niger et au Burkina Faso. D'autres pays ont exprimé leur intention de réexaminer leurs relations avec la France en termes de présence militaire. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, par exemple, ont annoncé leur intention de mettre fin au stationnement des troupes françaises sur leur territoire dans les années à venir. Le Tchad est resté dans un accord qu'il n'a pas décidé de signer, mais qu'on lui a imposé au lendemain des indépendances. Aujourd'hui, Tomalbaye avait dénoncé, on l'a fait assassiner. Malma avait renvoyé l'armée française. On a provoqué une guerre civile. Abri a commencé à tourner le dos aux Français. Ils ont déclenché une autre rébellion. Aujourd'hui, on ne peut plus rester dans cette peur permanente que la France inspire à partir de ces bases qu'elle a en Afrique. La fermeture des bases étrangères illustre bien une reconfiguration des relations entre le Tchad et ses partenaires internationaux, mettant en avant une volonté affirmée de sa souveraineté en matière de défense.
L'Éthiopie va accueillir du 15 au 16 février 2025 la 38e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine. La Confédération des chefs d'État et de gouvernement, organe suprême de prise de décision de l'Union africaine, sera précédée par la 46e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine du 12 au 13 février 2025. Le sommet de l'Union africaine de février 2025 permettra à l'institution panafricaine de se doter d'un nouveau vice-président et de nouveaux commissaires. La 3e conférence foncière arabe se tiendra à Rabat du 18 au 20 février 2025 sous le thème « Solutions foncières pour les investissements, la résilience et l'innovation ». La conférence est une étape importante dans la promotion de la bonne gouvernance foncière pour la réalisation des dividendes sociaux, économiques, environnementaux et de paix dans la région arabe. Elle devrait permettre de partager des connaissances sur les bonnes pratiques et les innovations, de développer les capacités et de promouvoir la collaboration et la coordination entre les acteurs du secteur foncier. Le 5e sommet annuel Finance in Common se tiendra du 26 au 28 février 2025 à Cape Town, en République d'Afrique du Sud, avec pour thème général « Favoriser les infrastructures et la finance pour une croissance juste et durable ». Dans la perspective de la présidence sud-africaine du G20, le sommet se concentrera sur des enjeux clés de développement tels que les infrastructures pour l'action climatique, l'adaptation et la résilience, la finance inclusive et la transformation numérique. Cet événement sera un sommet de solutions au cours duquel les banques publiques de développement et leurs parties prenantes présenteront des réponses concrètes et à impact positif visant à faire de la durabilité la nouvelle norme de la finance. La stabilité en Libye reste une priorité pour les Nations Unies. Le 24 janvier 2025, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a nommé Anna Serwa Tété au poste de représentant spécial et chef de la mission de soutien des Nations Unies en Libye. Forte de plusieurs décennies d'expérience nationale, régionale et internationale, la diplomate ghanéenne est appelée à jouer un rôle clé dans la médiation et la recherche de solutions à l'impasse politique et sécuritaire qui paralyse le pays. Son portrait avec Sarah Yemele. Anna Serwa Tété, diplomate chevronnée du Ghana, prend les rênes de la mission d'appui des Nations Unies en Libye en tant que représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Sa nomination annoncée le 24 janvier 2025 marque une avancée majeure dans les efforts de stabilisation de ce pays en crise. Forte de plusieurs décennies d'expérience au niveau national, régional et international, la nouvelle chef de mission est appelée à jouer un rôle clé dans un contexte marqué par de profonds défis politiques et sécuritaires. Nous nous concentrons sur la consolidation de la paix en travaillant avec des organisations régionales et sous-régionales telles que l'IGAD et l'Union africaine et bien sûr avec nos États membres pour essayer de faire en sorte que les tensions ne se transforment pas en conflits et que lorsque des conflits éclatent, nous travaillons ensemble pour faire ce que nous pouvons pour les résoudre. Avant sa nomination, Anna Serwa Tété a été ministre des Affaires étrangères du Ghana de 2013 à 2017, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies auprès de l'Union africaine et chef du bureau des Nations Unies auprès de l'Union africaine de 2018 à 2020, puis envoyée spéciale des Nations Unies dans la Corne de l'Afrique de 2022 à 2024. Elle est connue pour son leadership en temps de crise et son engagement en faveur de la médiation internationale. Je pense que la partie la plus gratifiante du fait d'être un haut fonctionnaire des Nations Unies qui travaille dans la consolidation de la paix, c'est lorsque vous êtes en mesure de prévenir les conflits ou de participer à un processus qui contribue à apporter la paix aux personnes qui ont été victimes de conflits très importants. Anna Tété succède au Sénégalais Abdoulaye Bathily, qui a dirigé la mission jusqu'en mai 2024, et à Stéphanie Khoury, qui a assuré l'intérim. En Libye, elle devra naviguer entre deux gouvernements rivaux, notamment l'administration de Tripoli, reconnue par l'ONU, et celle d'Oussama Ahmad Abenrazi. Ce contexte marqué par des tensions politiques et sécuritaires exige des solutions innovantes pour débloquer l'impasse actuelle.
La Ligue arabe a salué la nomination de Anna Tété comme une nouvelle envoyée des Nations Unies en Libye, exprimant sa confiance dans ses capacités et son expertise. Nous vivons dans un monde où les facteurs qui déclenchent les conflits et accroissent la fragilité augmentent de jour en jour, non seulement sur notre continent, non seulement dans cette région, mais dans l'ensemble du monde dans lequel nous vivons. Mais en nous concentrant spécifiquement sur cette région, je pense qu'il est important pour nous d'utiliser ces cadres politiques comme des outils pour voir comment nous pouvons relever le défi de la crise, la concurrence pour les ressources naturelles clés, la gestion de la diversité dans notre région, parce que nous avons vu les conséquences du manque d'inclusion dans les efforts d'élaboration de politiques nationales et son impact sur les communautés et les groupes qui se considèrent marginalisés. Anna Serwa-Tété, qui a également été présidente du Conseil des ministres et présidente du Conseil de médiation et d'économie de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2015, est engagée dans le développement du continent africain à travers la promotion de la paix et de la solidarité au niveau régional, continental et international. C'était l'African Union Journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24 TV. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.